Mardi 27 juin, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, 18 employés d'une crèche en sursis au Robert. L'activité est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Ils craignent pour leurs emplois, pour leur salaire. Vous les entendrez. Une visite sous tension. Le ministre délégué aux Outre-mer est arrivé cet après-midi sur le territoire. Il a rencontré Serge Letchimy, toujours très remonté, vous verrez, suite au vote pour la présidence du port maritime. Non-assistance à personne en danger, l'accusation du collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par des pesticides à l'encontre de l'ARS. L'association dénonce un manque de sérieux dans les consignes données aux travailleurs testés. C'est le dossier de votre édition. Haïti, le choléra sévit dans les camps de réfugiés. Ils sont plusieurs milliers d'habitants à y être entassés. Les enfants sont particulièrement vulnérables. Et puis pour finir, nous irons sur la plage de Madiana pour tenter de protéger les tortues marines contre les phares de voitures. Cette nuisance désoriente les animaux et les empêche de regagner le large. Voilà pour les titres. Des lots Covid, des retards dans le paiement des salaires et un gestionnaire en redressement judiciaire. Rien ne va plus à la crèche Les Petits Carillonneurs au Robert. Les 18 salariés exercent leur droit de retrait. C'est le reportage d'Aurélie Treuil et Patrice Châteaudégua. C'est ici que les 18 salariés de la crèche Les Petits Carillonneurs auraient dû exercer après leur déménagement. Mais la structure, située à l'étage de ce bâtiment appartenant à l'association La Sainte Famille, n'a jamais obtenu l'agrément pour accueillir les enfants. Et après 10 mois d'incertitude sur leur avenir, les employés viennent d'apprendre le redressement judiciaire depuis le 23 mai, ce qui pourrait expliquer le non-versement de la totalité de leur salaire. Pas d'agrément, donc pas de subvention, pas d'enfants. Donc pas de rentrée d'argent. Et donc plus de salaire. Nous avons alerté la dette, nous avons alerté la sous-préfecture et nos courriers sont restés lettres mortes. Nous n'avons pas d'échange avec le président et nous sommes là. Et là, on vous annonce un licenciement. Un dialogue social au point mort, alors que les élus du CSE auraient dû être consultés avant la mise en place du redressement judiciaire. Les salariés disent ne pouvoir joindre le président de l'association que par mail. Un manque de communication déjà dénoncé en 2022, lorsque les salariés apprennent que des commerces remplaceront prochainement leur crèche. Oui, depuis septembre que nous avons déménagé, il a démoli l'ancienne crèche. Nous nous retrouvons sur ce site sans emploi et c'est vrai que ça agit sur le moral psychique du personnel. Et le versement d'un quart seulement de leur rémunération en mai n'arrange pas la situation. Le président de l'association joint par téléphone dit avoir versé sa part, le reste étant assuré par l'AGS, un régime de garantie des salaires. La colère monte aussi dans les rangs de la CACEM. Aujourd'hui, les portes sont restées fermées. Quasiment tout le personnel est en grève. Sous la bannière de la CGT-MSOM, ils dénoncent un mépris de la direction. Dominique Legros et Marc Balsa se sont rendus sur place. Tous les accès sont barricadés. Pas grand monde sur le parking, mais ne vous fiez surtout pas aux apparences. Le véritable piquet de grève est à l'entrée principale de la CACEM. Quasi tous les salariés sont en grève. Ils dénoncent le mépris et le manque de respect de la nouvelle gouvernance. Ils évoquent même des risques psychosociaux. Un mal profond et c'est pour la première fois qu'on se retrouve dans cette situation depuis la création de la CACEM. Je ne sais pas de quel mal c'est parti, mais depuis ce trio est arrivé, nous sommes mal à la CACEM. Et pourtant, nous avons fait un certain nombre de travail avec nos cadres, je ne vais pas nommer nos cadres, mais aujourd'hui qui partent. Une fois ces gens-là arrivés au pouvoir, ils ont commencé à exercer un management directif, voire même dictatorial sur des agents, sur les directeurs, les DGA et les agents de la couche laborieuse. Et nous disons aujourd'hui, non, trop c'est trop, de l'eau dépassée farine. Sur la place François Mitterrand, les témoignages vont bon train. Certains salariés en poste depuis la création de la CACEM disent être démotivés car leurs compétences ne sont pas reconnues. Ils ajoutent que les procédures de recrutement ne sont pas respectées. Bref, des petits arrangements entre amis qui ont conduit plusieurs collègues à démissionner de leur poste ou à partir en arrêt maladie. On nous fait croire que nous sommes dans une belle collectivité, enviée de tous. Non, c'est une belle façade, oui, mais à l'intérieur, nous avons souffert. C'est ça qu'on veut, c'est un cri d'alarme. Parce qu'il faut qu'on puisse comprendre que nous ne pouvons pas lever un jour qu'on sait et nous allons dire, bon, nous allons faire grève.
c'est pas au plaisir, comme j'entends souvent. Regardez, des fonctionnaires, regardez, qui fait gagner, qui sait que ça fait. Mais non, c'est pas parce qu'on est fonctionnaire, faut qu'on nous souffre. Et ça, on commence à prendre conscience depuis l'arrivée de la nouvelle gouvernance qui est en train de se mettre en place. C'est maintenant que nous ressentons les choses. La direction de la CACEM que nous avons contactée dit n'avoir aucune déclaration à faire pour le moment. La date d'une éventuelle négociation entre les deux parties n'a pas été fixée. C'est une grève illimitée. À la CTM, les services tournent toujours au ralenti. Plus d'un mois après la cyberattaque, le système informatique reste fortement endommagé. Les instructions de dossiers et autres opérations doivent se faire à la main. Résultat, les retards de paiement s'accumulent. Sanga Fagour et Marc Balsa. Une collectivité toujours au ralenti. Plus de mois après le début de la cyberattaque dont elle a été victime, la CTM reste très impactée, avec des délais de traitement toujours plus longs que la normale. Jusqu'alors, tout était informatisé, toutes les procédures étaient informatisées. On est à l'heure du numérique, eh bien, cette cyberattaque qu'on subit depuis la mi-mai nous a obligés à revoir nos process de paiement et aujourd'hui on est revenu à une formule manuelle. La collectivité territoriale de Martinique affirme avoir priorisé le règlement des prestations sociales. Précisément, 1810 mandats ont été émis par la collectivité, ont été émis à destination de la pairie. Quand je dis 1800 mandats, c'est toutes les prestations sociales, d'aide aux personnes âgées, les chèques CESU, etc. Et puis évidemment, tous les paiements afférents aux travaux, aux prestations de services qui ont été réalisées, aux fournitures réalisées par les entreprises. Parmi les victimes collatérales de ces retards de paiement, les entreprises du BTP, dont les échanges avec les différentes collectivités sont aujourd'hui informatisés. Or, plusieurs applications sont encore inaccessibles. Nous avons et des subventions, et des aides, et des paiements qui sont décalés, en retard, voire très en retard. Vous n'avez pas d'argent, vous rentrez pas d'argent et on vous en réclame. Donc vous êtes de toute façon en difficulté et vous avez bien évidemment au bout d'un moment des problèmes de documents qu'on vous réclame et que vous ne pouvez pas fournir et pour avoir de nouveaux marchés. L'intervention des services informatiques de la CTM est toujours en cours, mais la procédure est longue. Elle s'effectue poste par poste sur quelques 4000 équipements informatiques. Jean-François Carenco est arrivé cet après-midi sur le territoire, principalement pour annoncer des nouvelles mesures dans le cadre de la lutte contre la pollution au chlordécone. Le ministre délégué aux Outre-mer s'est d'abord rendu au siège de la CTM. Ambiance électrique face au président de la collectivité. Suite au vote pour la présidence du Grand Port Maritime, Serge Letchimy accuse frontalement le gouvernement de vouloir privatiser le site. Jean-François Carenco, lui, essaye de tempérer la colère de la CTM. Écoutez. Je ne crois pas que ce soit une privatisation, puisque le statut ne change pas. Mais ceci dit, je ne veux pas réagir devant vous. C'est un vrai sujet qui s'est posé. On va voir comment ça se passe. Il y a une chose qui m'importe. C'est le développement du port au profit de l'intérêt général. C'est ça qui m'intéresse. C'est la zone franche, c'est des liaisons meilleures, c'est du travail pour les salariés du port, pour des sociétés autour du port. C'est ça qui m'intéresse. Après, je ne dirai rien de plus là-dessus. J'aurai la réaction du président. Comment voulez-vous que j'accepte qu'en Guadeloupe, c'est la collectivité territoriale régionale qui préside le port, qui met en harmonie le développement économique à l'instrument principal du pays. En Guyane, c'est pareil. À La Réunion, c'est pareil. Et puis, Martinique, on décide qui est président du port depuis le bureau de Mme Borne. Le conseiller de Mme Borne, M. Poussier, décide qui sera président. C'est pas seulement du mépris, c'est une attitude néocoloniale et une posture inacceptable. Pour quelle raison? Vous savez pour quelle raison? Je ne veux pas qu'on privatise le port de la Martinique. C'est si nous pas de bout pour dire non à la privatisation du port de la Martinique, on va devenir un simple objet, gadget, de ce qu'on appelle le transbordement, des conteneurs qui viennent d'Asie ou d'ailleurs, ou de Los Angeles, qui traversent, et puis on dépose ces conteneurs fermés, qui s'alignent à des impassables, et qu'il n'y a aucune espèce de process de développement pour améliorer la production, l'organisation du développement économique, pour donner plus de place à l'économie locale.
Voilà des propos recueillis par William Zebina. L'ambiance était plus conviviale à la préfecture. Depuis 17h, le ministre délégué aux Outre-mer reçoit les parlementaires, une dizaine de maires pour présenter un plan chlordécone. Plusieurs mesures ont été détaillées. On rejoint sur place Franck Zozor, Fabienne Léonce en compagnie du ministre. La réunion ici à la préfecture avec le ministre vient tout juste de se terminer. Vous le voyez encore, il y a des élus dans cette salle, des parlementaires, ainsi que quelques maires qui ont fait le déplacement. Alors, le ministre a annoncé 4 mesures, comme par exemple la simplification de l'aide pour que les marins-pêcheurs obtiennent une aide financière. Le surcoût du traitement de l'eau en cas de chlordécone sera pris en charge par l'État. Une aide sera également versée aux éleveurs et bien sûr, la recherche. Les moyens pour la recherche augmenteront afin de pouvoir trouver des solutions pour ces problèmes de chlordécone. Monsieur le ministre, d'où viennent toutes ces propositions? J'ai entendu dire que c'était les élus qui vous les avaient proposées. Ils viennent du travail d'écoute des uns des autres. Il y a aussi des scientifiques, il y a aussi une déléguée interministérielle. Mais un certain nombre de mesures viennent de ce que j'ai entendu ici sur le territoire, de ce que les parlementaires me disent à Paris. Alors on a fait un paquet, mais je suis venu pour écouter ce qu'ils veulent exactement. Ce que j'ai découvert ici, ce que j'ai entendu encore plus fort, c'est la nécessaire implication des élus si on veut avancer pour que chacun puisse aller se faire dépister. Se dépister. Alors, est-ce que ça correspond à ce que vous disiez au début de votre arrivée quand vous avez pris votre poste? Je viens sur le terrain pour entendre ce qu'on dit et puis après, il y aura des retombées. Exactement. On le voit sur le chlordécone, on l'a vu sur les sargasses. L'idée, c'est que l'État est là pour écouter et faire ensemble. Les maires ont été très volontaristes pour faire. Tout seul, personne n'arrive. Quand on est tout seul, on est forcément plus faible que si on est ensemble. Et choisir ensemble ce qu'on fait, se répartir les rôles et rendre compte. Ce qu'on ne sait pas bien faire, je pense, sur le chlordécone, c'est rendre compte. Dernière chose, les mesures seront applicables à partir de quand? Elles vont s'étaler très vite. Les crédits budgétaires, ils sont là. La recherche, elle a commencé. Je crois que les pêcheurs, c'est au 1er janvier. Donc ça va très vite maintenant. Le plus vite possible. Merci, monsieur le ministre. Donc, oui. Ouais, je voudrais rajouter qu'il ne suffit pas de mesures. Il faut bien comprendre ce que c'est que la crise du chlordécone sur la population ici, en Martinique. Je ne veux pas faire l'administrateur du chlordécone. Je veux être celui qui apprend, et qui sent. Merci, monsieur le ministre. Alors, la visite du ministre se poursuit. Je vous rappelle qu'il demain matin, il sera encore sur le terrain et puis on l'aura, monsieur le ministre, demain soir dans notre journal Martinique la première. Franck Zozor et Fabienne Léonce, le chantier est de taille. Il faut dire que beaucoup reste à faire, notamment dans la prise en charge des personnes contaminées par la chlordécone. Dans un communiqué, le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides invitait les travailleurs testés à se rendre au CHUM pour consulter des spécialistes. Pour l'association, les consignes de l'ARS pour une prise en charge diététique relevaient de la non-assistance à personnes en danger. C'est le dossier de votre édition. Il est signé Cyriac Sommier, Fabienne Léonce et Marc-François Calmot. Voilà. Plus de 9 microgrammes de chlordécone par litre de sang, soit près de 23 fois la dose maximale admise par les autorités de santé. Si Léonide présente une telle concentration de pesticides dans son organisme, c'est notamment parce que, comme ses sœurs, elle travaille dans la banane depuis maintenant 29 ans. Toutes ont été testées et toutes dépassent largement la valeur de référence de 0,4 microgrammes par litre, sans que cela ne semble déclencher une quelconque réaction médicale. Les nous fait analyse là, yo crié que yo fait appel à que 2 ouvriers, yo dit que tout chlordécone yo trop. Et nous, yo pas dit nous rien les autres là. Yo nous remettre nous papier, nous ça dit nous qui et moi qu'a fait 9,03. Alors yo pas dit nous rien, yo quitté nous là, c'est à nous dit débrouiller comme nous aller chercher ouais docteur aller pour nous soigner comme nous quoi, les coups comme nous. Pour l'instant, les seuls conseils livrés aux personnes intoxiquées renvoient à la consultation d'un diététicien ou d'un nutritionniste afin d'adapter leur alimentation et de faire ainsi diminuer leur taux de contamination. Il n'est donc pas réellement question de prise en charge médicale, ce qui est totalement incompréhensible pour les sœurs Selamène, mais encore plus pour les membres du collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides. Là, le collectif se lève et dit
aux ouvriers agricoles qui se font tester sur leur habitation et qui ont un taux de chlordécone très élevé, de ne pas aller voir un nutritionniste parce que cet argent va sortir de leur poche. Ce sera à eux de payer le nutritionniste. Il y a un centre spécialisé au CHU qui est dédié à ceux qui ont du poison dans le sang. Il y aura des nutritionnistes dans ce centre-là. Il y aura des médecins, il y aura des psychologues, il y en aura des assistants sociaux, assistants sociaux pour soigner les gens, pour les prendre en charge. Au CHU, le Centre régional de pathologies professionnelles et environnementales propose effectivement une prise en charge complète, multidisciplinaire des personnes contaminées. Il s'agit d'évaluer précisément leur état de santé et de dépister d'éventuelles pathologies consécutives d'une exposition importante et prolongée à la chlordécone. On fait un examen clinique, donc c'est-à-dire qu'on va aller regarder, ausculter, mesurer la tension, le cholestérol, etc. Puis, à la fin de la consultation, il sera adressé au spécialiste s'il a des pathologies. On va, avec l'unité de toxicologie, manager cette prise en charge. Donc il aura un bilan sanguin à faire, avec notamment une mesure de la chlordéconémie, 6 mois après la mise en place des mesures, notamment diététiques. Ce service est dirigé par le professeur Dabor Rézière. Ce toxicologue à la réputation internationale a bien du mal à comprendre pourquoi, lorsqu'il s'agit de prendre en charge des personnes exposées, les autorités sanitaires privilégient autant l'aspect nutritionnel au détriment de la dimension médicale. En toxicologie, on ne peut pas parler d'un taux, d'une substance et d'assiette. Et on vous dit de ne pas manger ce que vous avez l'habitude de manger et c'est tout. Non. Les dégâts sont déjà là, peut-être. Le patient a déjà des pathologies qui existent. La toxicité est cumulative. En parlant de chlordécone, c'est cumulative à une exposition prolongée. C'est ce qu'on a étudié, nous, en toxicologie. D'où l'approche pluridisciplinaire proposée par le professeur et son équipe. Tous les jeudis, ils reçoivent des personnes surexposées aux pesticides et tentent d'évaluer précisément leur état de santé. Les résultats des 100 premiers patients n'ont fait que confirmer les suspicions des médecins. Le taux maximal qu'on a vu, nous, dans la consultation, c'est 11,06. Il y avait 35 hommes, 65 femmes, il y avait plus de femmes. Et des ouvriers agricoles, c'était 50, la moitié. 50% c'était des ouvriers agricoles. Donc, on voit vraiment que le problème est chez ces 3200 ouvriers agricoles. Ce n'est donc pas un hasard si depuis le début de l'année, l'Agence régionale de santé organise des dépistages directement sur les exploitations agricoles. Environ un quart des quelques 700 personnes ainsi testées présentaient des taux de contamination supérieurs à 0,4, mais une trentaine seulement s'est vue contactée par un médecin. La médecine du travail est censée donc envoyer un courrier et proposer une convocation et un entretien médical à chacun des travailleurs qui dépasse ce taux et qui doit faire évidemment des recommandations en termes de médecine qui ne sont pas de notre ressort. Et pourquoi les personnes intoxiquées ne sont-elles pas directement dirigées vers le service du professeur Rézière au CHU ? Pour des gens qui auraient un taux important. Encore une fois, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas là devant vous en mesure aujourd'hui de dire c'est quoi un taux important, mais il va falloir qu'on y travaille avec les médecins, ceux de l'ARS, ceux de la médecine du travail, ceux du CHUM, pour voir quel accompagnement plus spécifique on peut mettre en place. Et puis il y a probablement un travail à faire avec la consultation du CHUM pour voir à quel moment et dans quelles conditions et avec quelles propositions ils peuvent intervenir. Peut-être un début de réponse pour les sœurs Célamène. En attendant la mise en place d'un système plus efficace et complet, elles savent pouvoir compter sur l'implication du collectif des ouvriers empoisonnés pour les orienter. C'est l'association qui sauve nous, qui fait qu'ici nous, ça côté pour nous aller, côté pour nous parler. Parce que si c'est pas l'association là, nous pas pièce côté, nous tout est côté bon nous. Le collectif, bien déterminé à poursuivre le combat, invite aujourd'hui tous les ouvriers contaminés à se rendre directement dans le service spécialisé du CHUM. Cette information, en bref, une opération de police a été menée cet après-midi à Fort-de-France. Elle a permis l'interpellation du principal suspect dans la fusillade qui a coûté la vie à 2 hommes le 15 juin dernier à Dillon. Ce sont les hommes du RAID qui ont permis cette arrestation. Un article est à lire sur notre site internet.
Un changement vu pour les motards à partir de 2024. Le contrôle technique sera obligatoire pour les deux roues. L'enjeu, c'est de mieux encadrer l'entretien des véhicules, souvent négligés par les conducteurs. Le reportage d'Edwin Elderal et William Zebina. C'est un tournant pour les conducteurs de deux roues. Le contrôle technique sera obligatoire pour les motards à partir de janvier 2024. Un contrôle jugé utile pour les uns et futile pour d'autres. C'est pour la sécurité du motard, parce qu'il y a des motos sans clignotant, il y a des motos sans optique, sans esthétique, les amortisseurs ne fonctionnent pas, même des fois il n'y a pas de plaquette de frein ou il n'y a même pas d'étrier. Donc ce sera une sécurité avant tout pour le motard. Même la ferraille, tu sais, s'il n'y a pas d'esthétique, tu peux te blesser avec la ferraille, tout ça c'est très dangereux. Donc il faut prendre soin de sa moto. Si tu es un bon motard, tu vas faire les réparations, les démarches qu'il faut chez le garagiste, chez le concessionnaire, je sais pas, pour pouvoir réparer ta moto. On n'a pas besoin de contrôle technique pour pouvoir faire l'entretien de sa moto. Le contrôle est nécessaire pour le gouvernement. Le but, obliger les motards à respecter certaines normes. La pollution, la sécurité, ce qui a aussi l'empreinte carbone par rapport aux nouvelles normes et amener tous les usagers vers effectivement la moto électrique éventuellement. Toutes les cylindrées seront concernées par le contrôle technique. Le prix de ce futur contrôle n'a pas encore été fixé. Cette obligation sera progressive en fonction de l'âge de la moto. L'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure s'étalera jusqu'en janvier 2027. Un mot de la dernière journée au salon Ose à Madjana. Pendant 2 jours, entrepreneurs, recruteurs et porteurs de projets ont pu échanger. Une quarantaine d'exposants animaient le rendez-vous avec, entre autres, des conférences, des ateliers. Plusieurs pistes ont d'ailleurs été évoquées pour mieux accompagner les chefs d'entreprise, notamment sur le plan de la santé au travail. À Port-au-Prince, l'épidémie de choléra fait rage dans les camps de réfugiés. Des milliers d'Haïtiens s'y entassent pour fuir la violence des gangs armés. Résultat, les maladies se propagent, surtout chez les plus jeunes. Explication de Kelly Babo. Larmes aux yeux, cette femme ne peut contenir sa peine en recouvrant la dépouille de sa filleule âgée d'à peine 1 an. La petite fille est décédée quelques heures plus tôt du choléra. La veille, c'est un garçon de 6 ans qui a connu le même sort. Et c'est comme cela, presque tous les jours. Depuis ces derniers mois, les rares ambulances tentent de venir en aide aux réfugiés des différents camps de la capitale. Le choléra y fait rage, prenant sur son passage les plus vulnérables. 40% des cas concernent les enfants. Dans ces camps de fortune, des centaines d'Haïtiens vivent dans des conditions sanitaires déplorables, alors l'épidémie s'y propage à grande vitesse. Si moun bébé yo vinn pi mal jouer dans tata yo mais qu'on a même non dernier là c'est côté nous joue cas choléra maintenant choléra ça nous que des moun qui mourent de ça. À Port-au-Prince, l'insécurité atteint des niveaux records. Certains habitants n'ont d'autre choix que de fuir la terreur infligée par les gangs armés. Ces résidents vivaient il y a encore quelques mois à Cité Soleil. Ils ont quitté leur maison sans avoir nulle part où aller. Almikar est l'un de ceux qui les a accueillis dans son arrière-cour, transformé en camp d'urgence. Ce que j'ai fait, c'est dire à tout le monde de sortir de la rue et de venir dans la cour de ma maison. J'ai de l'espace ici, alors je leur propose de rester nus. Depuis la fin de l'année dernière, Haïti est confronté à une résurgence de choléra après une absence de 3 ans. Près de 800 personnes sont décédées selon les chiffres officiels. Une épidémie qui ressurgit dans un contexte d'insécurité et de difficultés d'accès aux soins. Place au football à présent. Retour sur la belle entrée en matière de la sélection de Martinique à la Gold Cup hier en Floride. Victoire 2-1 face au Salvador. Le résumé du match avec Karl Sibat. Une belle performance pour entrer dans la phase de poule de cette Gold Cup. Hier soir à Fort Lauderdale, la sélection de Martinique s'est imposée 2-1 face au Salvador au bout d'un match de grande qualité, même si tout n'a pas été rose. Dès le coup d'envoi, ce sont les Salvadoriens qui se montrent les plus dangereux. La pression est sur le camp martiniquais. Yanis Clémencia et ses défenseurs partent au plus pressé. À la 11e minute, les Martiniquais reviennent vite. Poulolo récupère à hauteur de la médiane et lance Patrick Buonner qui trompe Moreno. 1-0 pour la Martinique.
5 minutes plus tard, nouvelle interception martiniquaise qui va faire très mal à l'adversaire. Kevin Fortuné est à la finition. 2-0, le break est fait. Les Salvadoriens tentent de revenir dans la partie. Clémencia doit s'employer pour garder sa cage protégée au prix de belles parades. À la mi-temps, le score est de 2-0 pour la Martinique. En seconde période, le staff salvadorien procède à des changements dès la reprise. Le Salvador va se ruer à l'attaque et dès la 48e minute, Jonathan Rivieres s'écope d'un carton rouge et laisse ses partenaires à 10, obligeant Marcola à réorganiser son groupe avec notamment l'entrée de Michalet en défense centrale. Le Salvador domine et oblige la Martinique à reculer. Clémencia doit une nouvelle fois s'interposer pour repousser une belle frappe. Fort de leur supériorité numérique, les Salvadoriens multiplient les offensives. La défense plie mais ne rompt pas. Ils y marquent même un but mais qui sera refusé pour hors-jeu. À la 79e minute, le Salvador obtient un penalty suite à un tirage de maillot. La VAR conforte l'arbitre dans sa décision. Face à face aux 11 mètres entre Enriquez et Yanis Clémencia, le gardien martiniquais s'interpose. Grand ouf de soulagement. Dans les dernières secondes du match, nouveau penalty pour le Salvador suite à une faute de main. Tamacas transforme. 2-1 et l'essentiel est acquis avec cette victoire martiniquaise. L'aventure continue donc pour les Matininots. Aux abords des plages, les phares de nos voitures nuisent aux tortues marines. Après la ponte, elles sont désorientées et repartent dans le mauvais sens. À Madjana, 200 élèves encadrés par l'ASSOMER, l'ADEAL, l'ONF ont peut-être trouvé une solution. C'est le reportage de Raphaël Luce et Stéphane Petitfrère. Elles se retrouvent souvent sur le bord de mer lors de la période de ponte. Les tortues marines pondent en moyenne 100 œufs sur les plages. Selon une estimation, un bébé tortue sur 1000 arrive à l'âge adulte. À l'origine de cette désorientation, les phares des voitures. Aujourd'hui, une centaine d'élèves de l'école Anse Madame a posé un barrage à base de feuilles de cocotier tressées. Ça sert à protéger les tortues contre la lumière des voitures et les phares. Comme ça, ils seront plus attirés par la lune pour aller dans l'eau. C'est bien, mais je trouve que normalement, on ne devrait pas faire ça, puisqu'il ne devrait pas y avoir de parking, pas de lampadaires. Ici, ce serait un milieu naturel, normalement. Pendant plusieurs mois, les enseignants ont appris aux enfants les différentes menaces qui impactent le cycle de vie des tortues. Je pense que c'est bien de sensibiliser les élèves dès le plus jeune âge à leur environnement et aux phénomènes qui se passent autour d'eux, puisque bon nombre d'entre eux n'avaient jamais vu de tortues pondre, ne savaient pas comment ça se passait, etc. Donc je pense que c'est important de les sensibiliser et ils pourront propager le bon message autour d'eux. En réalisant plusieurs activités scientifiques sur le territoire, l'ASSOMER participe à la protection de notre patrimoine marin. L'idée, c'était d'utiliser de la matière naturelle qu'on trouve facilement en Martinique. C'était de créer quelque chose en fait qui va pas polluer. Donc là, c'est totalement naturel. Et en plus de ça, c'est un savoir-faire aussi qui est ancré dans la culture martiniquaise. Du coup, je trouvais ça important d'associer protection de l'environnement et puis enseignement aussi des traditions locales. Des actions qui permettront à cette espèce menacée d'extinction de retrouver sans problème son habitat naturel. Et voilà, c'est la fin de votre journal local. Je vous en rappelle le titre principal au Robert. 18 employés d'une crèche craignent pour leur emploi. L'activité est à l'arrêt, les salaires tardent à être versés. Le gestionnaire est en redressement judiciaire. Ils annoncent exercer leur droit de retrait. Voilà pour l'actualité locale. Je vous retrouve dans quelques instants pour l'information dans le reste du monde. À tout de suite.